Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre, 23 juillet 2024. C'est, chers amis, la troisième reprise de cette revue de presse. On l'a fait une première fois. Tentative d'assassinat, les trucs ont tellement avancé rapidement. On arrive ensuite à la démission de Joe Biden. Ça a encore une fois complètement bousculé l'agenda qui était sur la revue de presse. En fait, on les a tournés, on les a enregistrés. 2 revues de presse de plus de 2 heures. Qu'on a dit, écoutez, quand t'arrives avec des revues de presse complètement dépassées, on va prendre une journée de plus. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on la tourne en matinée. Je la monte toute la journée pour m'assurer que ce soit livré aujourd'hui, ce soir, pour tous. Pardonnez-moi le retard d'une journée. Ceux qui sont nouveaux avec nous, d'ailleurs, parce que plus de 800 nouveaux membres exclusifs se joignent à nous pour cette revue de presse. C'est un énorme bonheur de vous avoir, de vous compter parmi la communauté exclusive. Vous découvrirez, je crois, une émission que vous, j'espère, vous apprécierez. C'est un exercice qui se veut, bien sûr, un peu plus informel, un exercice qu'on fait depuis déjà plusieurs années ici avec les membres exclusifs, où on va revenir sur l'actualité internationale, les grands thèmes géopolitiques et bien sûr, cette semaine, vous le devinerez, les dossiers qui retiennent notre attention. Il est question de la démission de Joe Biden, devrais-je dire le désistement, la tentative d'assassinat contre Donald Trump ainsi que les implications politiques. On aura peut-être un petit discours sur les circonstances d'emblée. J.D. Vance, nommé candidat à la vice-présidence par Donald Trump. Il sera ensuite question de l'Allemagne, de l'Ukraine, du financement de l'Ukraine et des mécanismes dont il est question. Finalement, peut-être un court dossier sur l'OTAN et le Canada, mais je crois qu'on va surtout se concentrer aujourd'hui à terminer avec des questions du public. Un autre segment que j'avais beaucoup d'anticipation intégrée à l'intérieur de notre émission. Ça fait longtemps que je voulais avoir un court moment en fin d'émission pour adresser certaines de vos questions. Et vous savez, avec la formule différée, c'est une nouvelle liberté que ça nous permet. On peut revenir avec un peu plus de temps sur les questions que vous nous soumettez. On peut vous poser la question d'avance et vous nous retournez toujours d'excellentes suggestions. Donc, à partir de ces suggestions, on n'a plus besoin de le faire en temps réel. On peut en sélectionner des pertinentes, des trucs qui peuvent être intéressants dans le cadre de la diffusion. Donc, on aura l'opportunité ce soir de commencer déjà avec notre premier segment, questions du public. On y va sans plus tarder parce que vous comprendrez. D'abord, on va essayer d'être très concis, mais encore plus, on a une semaine extrêmement chargée dans l'actualité. Juste le dossier du désistement de Joe Biden, c'est probablement un segment qui va nous prendre plus de 30 minutes. Donc, si ça vous intéresse pas du tout, je vous invite tout de suite à passer au moins un bloc de 30 minutes. Si ça vous intéresse, restez avec nous. C'est le dossier qu'on aborde immédiatement. Aucun doute, chers amis, qu'on a un moment historique mais hautement prévisible, bien sûr. C'est une scène, je pense qu'on peut en convenir, profondément embarrassante pour les démocrates et plus largement pour les États-Unis eux-mêmes. On avait un président qu'on connaissait, incapable de remplir ses fonctions et inapte encore plus à continuer d'assumer une course électorale qu'on sait extrêmement exigeante. Une course électorale dans laquelle Joe Biden était dans une très mauvaise position. Il aura donc fallu que son parti au complet se mette ensemble, à tirer sur les jambes et les pieds de Joe Biden alors qu'il s'accrochait au bureau de la Maison-Blanche par les ongles. C'est la scène à laquelle on vient d'assister. C'est pourquoi je vous parle d'une scène embarrassante et profondément gênante, spécifiquement pour les démocrates. Démocrates qui ont fait croire au public américain depuis maintenant plus de 3 ans, alors qu'il était devenu évident que le déclin cognitif de Joe Biden ça devenait flagrant et ce déclin s'accélérait. Les démocrates ont choisi de gaslighter le public américain entier. Et ça, permettez-moi l'anglicisme parce que c'est le bon terme. On a gaslight le public en lui faisant croire que Joe Biden était au mieux de sa forme, que c'était un président non seulement capable de remplir ses fonctions, mais encore plus que c'était la personne pour battre Joe Biden et que le Parti démocrate n'avait donc, c'était ce qu'on entendait par là, aucun autre candidat pour le remplacer qui serait plus compétent, dynamique, qualifié. Tout ça était un exercice qui était mensonger. Bien sûr, tous ces démocrates savaient très bien l'état du président. Ils le côtoyaient, le cabinet en était au courant, les conseillers proches de Joe Biden le savaient. On avait assisté à des scènes assez embarrassantes déjà qu'on avait choisi dans la stratégie de communication de la Maison-Blanche de disqualifier et de passer comme de simples moments de partisanerie grotesque de la part des républicains où on prenait des segments de quelques secondes pour essayer de faire mal paraître le président. Et beaucoup d'Américains, dans leur bonne foi, dans leur empathie, ont accepté cette explication qui semblait pour le moins rationnelle et raisonnable, parce qu'il est vrai qu'on vit dans une époque où il y a de la désinformation. C'est vrai que les trucs bougent très vite, qu'on se tient souvent des segments de quelques secondes seulement pour se faire une idée d'une situation en entier. Il aurait été possible
que Joe Biden, l'état de Joe Biden était exagéré par l'opinion publique. Et ces démocrates ont donc poursuivi cette ligne, à faire croire à tout le monde qu'effectivement c'était exagéré, que Joe Biden était en pleine forme. Ce gaslighting s'est continué à partir du moment où le déclin était évident. Bien sûr, après le premier débat présidentiel, celui du 27 juin, si je me souviens bien. Le soir du 27 juin, immédiatement, un nouveau type de gaslighting se met en marche, alors que les démocrates se mettent à faire croire au public américain, au contraire, qu'ils n'avaient rien vu, qu'ils sont surpris, qu'ils ont été pris d'un angle mort et qu'ils découvrent aujourd'hui, en même temps que le reste de l'Amérique, que le président était dans les stades préliminaires de la sénilité et de la démence. Ce gaslighting ne sera probablement pas pardonné et oublié par un grand nombre d'Américains qui, de bonne foi, ont accordé le bénéfice du doute au président, qui a utilisé ce bénéfice à son avantage pour s'accrocher au pouvoir et pour, disons-le, mentir aux Américains sur son propre État et plus largement sur sa capacité à mener une nouvelle campagne pour un autre mandat de 4 ans. Au-delà de l'état actuel du président, il y avait un peu de prospection là-dedans qui était nécessaire. Alors donc, il est important de ne pas réécrire l'histoire. Et on voit déjà des tentatives du Parti démocrate et d'un certain nombre de médias alignés avec le Parti démocrate de réécrire l'histoire en faveur de Joe Biden, afin de nettoyer et d'essuyer le passage dégueulasse auquel on vient d'assister, dans lequel Joe Biden a dû être sorti par les pieds par son propre parti. Joe Biden, rappelons-le, a dû être éjecté et s'est accroché et était absolument, en tout cas, prêt à perdre. Il était prêt à perdre. Il aura fallu que son parti l'en empêche. Joe Biden, au moment de quitter, était toujours convaincu de la viabilité de sa candidature, était toujours convaincu qu'il aurait pu continuer et affronter Donald Trump. S'il a choisi de se retirer, c'est parce que on l'en a forcé. Parce que les donneurs, les élites du parti, Chuck Schumer, Nancy Pelosi, Adam Schiff, Barack Obama, Hollywood, le New York Times, les gouverneurs démocrates, tous l'ont forcé à la porte de sortie. N'allons pas dire, chers amis, que c'était la chose honorable. N'allons pas dire que Joe Biden a quitté avec le cœur sous la main. Il était extrêmement amer. Il est en colère d'avoir eu à quitter. Il est furieux et se sent trahi par le parti tout entier. En fait, ce qu'on a organisé contre lui, je pense qu'on peut le dire, c'est carrément un coup d'État silencieux. À l'intérieur du Parti démocrate, une campagne de fuite coordonnée et organisée depuis maintenant plusieurs jours, où on a scripté la sortie de Joe Biden pour lui. Cet article du New York Times qui, mes amis, est absolument renversant, dans lequel on décrit, et je vous lis certains extraits, on décrit l'état du président au cours des derniers jours, alors qu'il était isolé dans sa maison de vacances à Bahamas, et que on disait que le président était atteint du COVID, le diagnostic qui, en passant, semble aller mieux, beaucoup mieux aujourd'hui. Malade du COVID et abandonné par ses alliés, le président Biden est furieux dans sa maison de plage du Delaware, de plus en plus irrité parce qu'il considère comme une campagne orchestrée pour le chasser de la course et amer envers certains de ceux qu'il considérait autrefois comme proches, y compris son ancien colistier Barack Obama. M. Biden est assez expérimenté, toujours New York Times, assez expérimenté en politique pour supposer que les fuites apparues dans les médias ces derniers jours sont coordonnées pour faire monter la pression sur lui afin qu'il se retire. Selon des personnes proches de lui, il considère que la représentante Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, est la principale instigatrice. Mais il est également irrité par M. Obama, le considérant comme un marionnettiste en coulisses. Des mots extrêmement durs. Alors, cette espèce de message de marionnettisme, comme quoi on aurait une espèce de... Et c'est le terme en passant qui a été souvent utilisé par les républicains. Donc, les républicains, en ce moment, doivent se tordre de rire devant l'espèce de déchirement auquel on assiste dans le Parti démocrate, qu'on essaie actuellement de camoufler à travers ce message d'unité derrière Kamala Harris. On aura l'opportunité d'y revenir dans un instant. Mais en ce moment, les républicains doivent être morts de rire parce que très longtemps, ils ont justement accusé Joe Biden d'être rien de plus qu'une marionnette contrôlée par qui? Par, dans les mots de plusieurs stratèges et élus républicains, le puppet master Barack Obama,
qui, depuis derrière les coulisses et dans les coulisses, derrière les rideaux, contrôlait toujours l'administration Biden, ainsi que la haute garde, si on veut, du Parti démocrate. Et cette allégation qui vient carrément d'être reprise par M. Biden lui-même, accusant Barack Obama d'être un marionnettiste dans les coulisses et de contrôler le Parti démocrate, c'est vraiment une accusation qui est sévère et qui va laisser des marques au Parti démocrate. Ça vous donne une idée donc de l'esprit dans lequel Joe Biden se retire. Ce n'est pas parce qu'il était conscient de son propre état médical. Il n'a probablement, à ce jour, toujours pas accepté la réalité médicale. Il n'a probablement toujours pas accepté que c'est sa condition qui posait un problème et qui a mené donc à son expiration politique. Et ça, c'est normal. Il est possible, en passant, qu'on soit les derniers à apprendre qu'on est sénile. C'est tout à fait normal. Mais au moment où on se parle, Joe Biden n'accepte toujours pas qu'il est, ne serait-ce que possiblement trop fatigué ou possiblement qu'il y aurait un autre choix à l'intérieur du Parti démocrate. Il n'y a aucune concession qui a été faite là-dessus de la part de Joe Biden et ça, je ne peux seulement que le souligner parce qu'on essaie de réécrire l'histoire et de présenter Joe Biden qui se retire dans un esprit solennel pour essayer de laisser la place à une nouvelle génération, voyant que c'est nécessaire pour battre Trump. On l'a tiré par les pieds. Joe Biden était prêt à perdre par ego, par malice et par vanité. Et ça, il est important de le comprendre. L'abdication honorable, elle aurait dû avoir lieu il y a des semaines, sinon des mois, afin d'éviter que le Parti démocrate se retrouve dans une position difficile, afin d'éviter justement un éclatement public de l'appui au président et une exposition de ce gaslighting incroyable duquel a été victime le public américain. Et une abdication honorable, puis-je ajouter, n'aurait pas été annoncée par un message sur X, par la photo d'une lettre qu'on publie sur X, anciennement Twitter. Alors comment sera jugé le président Biden par l'histoire? L'histoire seulement nous le dira justement. L'histoire pourra en décider en fonction des prochains mois. En cas de victoire démocrate, je pense qu'on peut convenir, il sera élevé en héros national. On va présenter Joe Biden comme ayant sauvé la démocratie, comme ayant posé le geste ultime pour réussir au dernier moment de sauver la démocratie américaine. Dans ce narratif qui sera construit, Joe Biden sera un héros de la gauche, bien sûr. En cas de défaite, ce sera différent. Là, on va lui vouer aucun doute une détestation profonde chez les démocrates et l'histoire va le juger très sévèrement. Comme dernier geste, Joe Biden endosse Kamala Harris. Ce n'était pas nécessaire en passant. On a tendance à c'est une décision de Joe Biden. Il aurait pu, en sortant, appeler une convention ouverte. Il aurait pu dire, vous savez, à l'intérieur du Parti démocrate, on a beaucoup de talent, on a des gens qui sont qualifiés pour prendre le relais et je les invite à introduire leur candidature et les délégués pourront se prononcer. Ça aurait été probablement un moment de grand dynamisme, de vitalité pour le Parti démocrate, cette grande convention ouverte dans laquelle on aurait pu examiner plusieurs candidats avec différentes ambitions, différents alignements et différentes ambitions pour le parti, et probablement que ça aurait apporté son lot de bénéfices, de l'attention médiatique, beaucoup de sympathie, beaucoup de dons au parti pour les divers candidats, et surtout, je viens de le mentionner, c'est l'attention médiatique, c'est vraiment de monopoliser le cycle de nouvelles pendant plusieurs semaines. Alors qu'on arrive avec un nouveau candidat, avec une nouvelle équipe, et qu'on analyse tout ça, et qu'on aurait vraiment eu quelque chose de très, très prolifique pour le Parti démocrate. Joe Biden, en endossant Kamala Harris, vient un peu de saper ce processus. Est-ce que ça vient de sa décision? Est-ce qu'on l'a poussé dans cette direction? Parce qu'encore une fois, je vous le demande de vous en rappeler, Joe Biden ne semble pas avoir décidé grand-chose dans son désistement. Ni la date, ni le moment, ni quoi que ce soit. Joe Biden semble vraiment avoir été forcé jusqu'à la dernière minute, incapable même de s'adresser à la nation devant une caméra pour en parler. On nous dit que ce sera au cours des prochains jours, d'ailleurs. Alors, je dis ça sous toute réserve, Joe Biden devrait donner une adresse à la nation, mais le simple fait que ça n'ait pas été fait immédiatement, qu'on a annoncé ça par une lettre sur un réseau social, c'est honnêtement embarrassant. Il n'y a pas d'autre chose à dire et ça en dit très long sur la manière dont Joe Biden sort de la Maison-Blanche. Alors donc,
On aurait pu inviter à une convention ouverte. Joe Biden vient un peu de saper ce processus. La question est à savoir si maintenant le Parti démocrate l'a poussé dans cette direction, à dire tu dois endosser Kamala, ou est-ce qu'on préférait que tu endosses Kamala? Est-ce qu'il y a eu des négociations à cet égard, ou est-ce que Joe Biden vient de lâcher une bombe sur le Parti démocrate avant de partir? C'est un peu difficile à savoir dans le contexte actuel. On tend à croire que c'était orienté par le Parti démocrate et que c'était la conclusion désirée. Parce que, même si Nancy Pelosi a autrefois endossé une convention ouverte, on nous dit aujourd'hui qu'on endosse Kamala Harris, Nancy Pelosi et plusieurs autres démocrates, disons, assez éminents. On pense nul autre que Hillary Clinton et Bill Clinton qui sont aussi publiquement offert leur appui à Kamala Harris. Alors donc, dans la situation actuelle, on peut présumer que Kamala Harris n'aura pas à compétitionner pour la nomination en raison d'un certain nombre de facteurs. Bien sûr, il faut se souvenir qu'il y a l'argent de la campagne Biden qui est attaché aussi au nom de Kamala Harris. Donc, il est possible de conserver le butin, le coffre de guerre et de le transférer directement au nom de Kamala Harris. Ça, vous comprendrez, c'est un énorme incitatif à conserver Kamala Harris sur le ticket, que ce soit comme vice-présidente ou comme candidate à la vice-présidence. On présume en ce moment, avec la manière dont se placent les choses, que Kamala Harris sera la candidate. Maintenant, il est extrêmement important de le comprendre. La réalité politique pour les démocrates est moins reluisante qu'elle en a l'air. On pourrait dire on aurait voulu faire une convention ouverte, on aurait voulu voir à quel point on a des bons candidats et des gens qui sont prêts pour la présidence. Mais d'abord, il y a très peu de candidats de qualité. C'est pas un testament sur la compétence, c'est pas un témoignage de compétence, c'est plutôt un témoignage sur le processus chez les démocrates. Normalement, cultiver un candidat à la présidence, c'est très long. Il faut des années. Joe Biden n'est pas arrivé de nulle part. Même Barack Obama, on avait eu la chance de le préparer pendant des mois, et Barack Obama était vu comme une vedette montante du Parti démocrate et un candidat potentiel pour l'élection de 2008. Donc Obama, même lui qui était un peu un espèce de parvenu aux yeux de plusieurs, avait été préparé et on le voyait venir. Même chose avec tous les autres, avec les Clinton, les Bush, avec Biden lui-même qui était vice-président, sénateur américain pendant des décennies. Pour un candidat présidentiel, ça se planifie pendant des années. 8, 10, 12 ans à l'avance. Où on se dit, si on est aujourd'hui en 2024, je me présenterai pour l'élection présidentielle de 2032. Parce que je dois placer mes pions. Alors, c'est pas un témoignage sur la compétence des candidats démocrates. C'est pas ce que je suis en train de vous dire quand je dis on n'a pas de candidat de qualité. Ce que je vous dis, c'est que les candidats de qualité ne sont pas prêts, que les candidats compétents ne sont pas prêts, qu'ils ne sont pas politiquement viables. Et ça, c'est un gros problème pour le Parti démocrate qui a été introduit par nul autre que Joe Biden. L'obstination de Joe Biden à s'accrocher à la nomination jusqu'au moment où il devient trop tard pour quiconque de monter une campagne crédible, jusqu'au point de non-retour où maintenant seulement l'option d'urgence est disponible. In case of fire, break glass, Kamala Harris. Il y a le feu, on brise la vitre, on a besoin de on va chercher Kamala Harris. Alors voilà la situation actuelle. Joe Biden a placé le Parti démocrate devant une conclusion que personne n'avait désirée. Tout le monde aurait préféré retourner avec un nouveau processus. Et encore là, on aurait cherché à l'intérieur du parti pour peut-être quelqu'un qui avait une ambition pour 2028. Parce qu'à partir du moment où on a un président en fonction, plusieurs prennent pour acquis qu'il y aura un deuxième mandat. Dans le cas de Joe Biden, c'est un peu différent. Mais tout de même, on n'a pas cultivé de candidats et aujourd'hui, on se surprend d'être dans la merde. Voilà ce qui se passe. Mentionnons que Kamala Harris n'aurait jamais été nominée à la présidence dans une course ouverte. Jamais. Jamais. Si on avait eu une convention, processus de primaire, indépendant de la convention ouverte, si on avait eu un processus de primaire, comme il est normal et traditionnel de l'organiser à l'intérieur du Parti démocrate, jamais Kamala Harris n'aurait obtenu la nomination. En fait, et ça, c'est tout à fait un témoignage sur sa compétence et sur sa viabilité politique, les deux. Et si vous voulez un exemple, il suffit de revenir. Qui est Kamala Harris? On va faire un petit retour ensemble sur le contexte et comment Kamala Harris est arrivée ici. Souvenons-nous, a décidé de se présenter comme candidate à la présidence en 2020, au lendemain d'une crise extrêmement grave à l'intérieur du Parti démocrate. Lorsque Kamala Harris s'est retirée
de la campagne présidentielle, combien de délégués avait-elle inscrits à son nom? Des milliers de délégués démocrates. On peut les compter sur quelques doigts, en fait. Il y en avait zéro. Zéro délégué ne s'était rangé avec Kamala Harris en 2020 de ce champ de quelques 29 candidats à la candidature de 2020, à la primaire de 2020. Zéro ne s'était rangé avec Kamala Harris. En fait, si vous vous demandez d'où sort Kamala Harris, si on revient sur la campagne de 2020, c'était une campagne qui avait échoué à tous les égards. S'était retirée avant même les caucus de l'Iowa. Donc, avant, si vous voulez, des noms, savoir où se plaçait Kamala Harris dans le champ démocrate, eh bien, Kamala Harris s'est retirée avant Deval Patrick, avant Andrew Yang, avant Michael Bennet, avant John Delaney, avant Cory Booker, avant Marianne Williamson, avant Julian Castro, avant Steve Bullock, avant Joe Sestak, avant Joe Biden, bien sûr, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Tulsi Gabbard, Tom Steyer. Tous ces politiciennes ont survécu à Kamala Harris. Ils ont tous battu Kamala Harris à la primaire de 2020. Lequel d'entre ces candidats vous aimeriez présenter aujourd'hui? Deval Patrick, Michael Bennet, John Delaney, Marianne Williamson. C'est ce que je veux dire par on n'a pas cultivé de candidat. Alors donc, mais pourquoi on a choisi Kamala Harris? Elle est incapable de gagner une course, qu'elle avait aucune traction politique, incapable de saisir un seul délégué à l'intérieur du Parti démocrate. Qu'est-ce qui s'est produit pour qu'on sélectionne Kamala Harris? C'est laissé impopulaire. Eh bien, il faut comprendre qu'elle n'a jamais été choisie pour sa compétence. Et je m'excuse d'en brusquer certains qui sont peut-être des amateurs de Kamala Harris, mais permettez-moi de revenir sur le processus. Encore une fois, c'était une candidature échouée aux primaires, avec un énorme bagage de politiciennes californiennes. On sait, les politiciens en provenance de Californie amènent toujours un certain bagage pour les États-Unis qui, de manière générale, sont plus modérés. Et la Californie est perçue comme un exemple des politiques de gauche lorsqu'elles sont poussées, disons, pas à leurs limites, mais à des niveaux que plusieurs ne sont pas prêts à tolérer. Alors, une politicienne de Californie arrive déjà avec un certain bagage. Pourquoi on l'a nommée? C'était un geste quasi diplomatique de la part de Joe Biden. Une embauche symbolique. C'était, d'une manière, une tentative d'élargir la coalition électorale des démocrates et de faire la paix avec l'aile en révolte du Parti démocrate. Souvenons-nous, après l'élection de 2016, l'establishment du Parti démocrate est extrêmement fragilisé et on assiste carrément à une explosion, à une implosion, devrais-je dire, du Parti démocrate, alors que vous avez une aile qui rejette complètement la vieille garde et qui interprète d'ailleurs l'élection de 2016 et l'effondrement d'Hillary Clinton comme étant un rejet massif de la part de la population américaine de la vieille garde, de l'establishment et de ce genre de politique qu'on estime parfois inauthentique. Alors, lorsque Joe Biden arrive en 2020 et qu'il représente clairement la vieille garde, plusieurs rejettent activement l'idée que le Parti démocrate se réaligne encore une fois et s'accroche à cette vieille garde. Et le résultat, c'est qu'on a vu en 2020 une primaire démocrate bondée de quelques 29 candidats, alors que tous sentaient qu'il y avait un besoin de renouveau, que la vieille garde était fragile, vulnérable, qu'il y avait une place pour une nouvelle génération et une transition à l'intérieur du Parti démocrate. Transition démographique, mais aussi une transition idéologique. Mais l'establishment s'est accroché. Joe Biden gagne à travers ce champ de quelques 29 candidats. Et pour calmer la grogne, pour faire taire la révolte, il nomme Kamala Harris, une politicienne de gauche, une femme jeune, issue de la diversité californienne. L'intention de Joe Biden en nommant Kamala Harris en 2020, pour la campagne, de 2020 et subséquemment, a toujours été de faire la paix à l'intérieur du Parti démocrate.
Ça n'a jamais été pour sa compétence. On ne l'a jamais fait pour aller chercher des votes à l'extérieur du Parti démocrate, chez les modérés, Jamais. On n'aurait pas pris un politicien de Californie. Ça n'ajoute aucun vote, ça n'additionne rien. Si on l'a fait, c'était pour consolider un parti sur le bord de l'explosion. Et donc, le Parti démocrate a été pris avec. Ça n'a jamais été une question de compétence, jamais une question de viabilité politique. Ce qu'on voulait, c'était une politicienne alignée sur la gauche, jeune, incarnant la relève, qui permettrait de calmer la révolte. Joe Biden parlait ouvertement d'une transition. Joe Biden disait que sa présidence serait un pont vers la nouvelle génération. Pour plusieurs, ça, c'était un langage codé, qui, suite à la primaire bondée et assez tendue à laquelle on venait d'assister, où il y avait cet affrontement entre les diverses factions à l'intérieur du parti, Joe Biden tentait de rassurer tout le monde avec un code comme quoi il serait un président d'un mandat. Du moins, c'est comme ça que ça a été interprété à l'intérieur du Parti démocrate. Donc, lorsque Joe Biden décide de s'accrocher et que Kamala Harris, reste avec lui par la force des choses, sur la candidature et sur le ticket pour 2024, les démocrates ne l'ont jamais choisi. Il n'y a jamais eu un grand processus électoral où on a nommé Kamala Harris. Kamala Harris ne gagnerait jamais une course, elle n'aurait jamais été sélectionnée dans une... C'est un « in case of fire, break glass ». Alors, les démocrates doivent maintenant faire avec. L'argent de la campagne est attaché à Kamala Harris. Et si tard dans la course, il est probablement impossible aussi de cultiver un autre candidat. Même pour un candidat à la vice-présidence, ça va être relativement difficile. L'endossement par Biden aurait certes pu être ignoré. On aurait pu dire que son expiration politique est passée, justement, et que l'influence de Biden est donc caduque. On appelle à une convention ouverte, on veut un renouveau. C'était surtout les ténors démocrates qui ont poussé Biden vers la sortie, qui avaient l'influence de changer ce processus et de dire « attendez un peu ». Mais plutôt, ces ténors semblent s'être rangés vers Kamala Harris, peut-être par convenance politique, peut-être pour défendre leurs propres intérêts, peut-être pour s'aligner, peut-être aussi simplement parce que c'est effectivement au niveau logistique et au niveau financier la meilleure option maintenant pour les démocrates, pour pas dire la seule. On nous a nommé d'autres noms, des Josh Shapiro, des J.B. Pritzker, on nous a parlé de Michelle Obama. Pourquoi pas Hillary Clinton? Ramenez Hillary Clinton pour le gag. Mais plutôt, tous ces gens se sont rangés derrière Kamala Harris. Tranquillement, les candidats potentiels à la vice-présidence sentent bien que c'est clairement Kamala Harris qui va arriver sur la nomination. Et si c'est le cas, ben écoutez, il n'y a personne qui va sortir sa tête des tranchées pour aller l'affronter, alors que tout le monde se range derrière elle. Et comme je vous le dis, la plupart des candidats qui sont actuellement considérés à la vice-présidence sont des candidats qui se planifiaient un horizon pour 2028. Après la sortie de Joe Biden. Alors là, il y a une espèce d'ambiguïté à dire, bon, si c'est pas moi qui va être le président en 2028, ou plutôt, soit ça va me servir, parce que Kamala Harris va peut-être laisser sa place, ou soit au moins je vais m'acheter un 8 ans de vice-présidence qui pourra me rapprocher de la Maison-Blanche. Alors, il y a toujours ce calcul politique aussi chez les candidats potentiels, à savoir est-ce qu'on y va pas. Gretchen Whitmer, qui aurait été certainement une bonne candidate, qui a décidé de rester sur les lignes de côté pour des considérations de la sorte. Il y en a plusieurs comme ça qui doivent réfléchir, disons, au paysage politique et à la trajectoire des prochaines années pour planifier. Ça ne se décide pas sur un coup de tête, même malgré les circonstances actuelles qui sont, disons-le, exceptionnelles. On peut donc présumer maintenant, sous réserve, que Kamala Harris sera nominée. Gros problème, c'est que, considérant justement le bagage qu'on avait mentionné plus tôt, considérant le fait qu'elle n'a pas vraiment été choisie, considérant le fait qu'elle a été impopulaire depuis le départ, Kamala Harris est la vice-présidente la plus impopulaire des temps modernes, ce qui, pour un non-américain, peut être un peu difficile à expliquer. Elle ne semble pas particulièrement divisive, ne semble pas particulièrement polarisante, n'a pas eu de controverse, de scandale, non, on ne lui a pas donné de mandat qu'elle a échoué ou qu'elle a amené dans une direction qui a déplaît. Kamala Harris a été une vice-présidente spectatrice, passive, et quand même sort de son mandat avec un taux de désapprobation plus élevé que Donald Trump. Je répète, un taux de désapprobation. Plus d'Américains ont une opinion défavorable
de Kamala Harris que de Donald Trump. C'est incroyable. Pire encore, le taux d'approbation de Kamala Harris, même lorsqu'on considère, il devrait y avoir au moins les démocrates qui l'appuient, le taux d'approbation est plus bas que celui de George W. Bush au moment où il a quitté la présidence, qui était déjà un creux historique. Alors, c'est pas de la politique, c'est pas de la partisanerie. On a vraiment une candidate qui est historiquement, à l'époque contemporaine, historiquement impopulaire. Maintenant, faut dire que la pente politique est dure à remonter. La carte électorale est difficile pour les démocrates. En fait, la carte électorale devrait les favoriser. Au niveau présidentiel, la carte électorale favorise clairement les démocrates, disons, traditionnellement, typiquement, le profil démographique, comment la carte électorale est construite, il y a plus de délégués dans les États démocrates et les démocrates, typiquement, vont sortir gagnants plus facilement d'une course à la présidence. À l'inverse, au Sénat, puisqu'il y a 50 États, qu'il y a plus d'États républicains, mais même si ces États ont moins de délégués, même si le Dakota du Nord et le Dakota du Sud et le Kansas, peut-être qu'ils ont moins de population, mais ils ont tous 2 sénateurs. Alors, les républicains sont typiquement avantagés au Sénat. C'est la nature de la politique américaine. Il y a vraiment une tendance là-dessus qui favorise un camp ou un autre. Donc, malgré une carte présidentielle hautement favorable pour les démocrates, surtout avec la démographie qui évolue et qui ajoute de plus en plus de population dans les grands centres et dans les centres côtiers, si on veut, Kamala Harris se retrouve quand même avec une carte extrêmement difficile qui favorise actuellement une élection de Donald Trump, ou du moins qui projette une élection de Donald Trump. On ne va pas dire favorise. Paradoxalement, on pourrait aussi dire qu'une nomination aussi tardive pourrait permettre de surfer sur un effet de lune de miel jusqu'à l'élection. Personnellement, j'ai de la difficulté à y croire parce que le public américain connaît Kamala Harris. De créer une lune de miel, il faudrait s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc, il faudra une extraordinaire opération de communication pour réussir à présenter Kamala Harris sous un jour assez digne du renouveau pour que, justement, on réussisse à profiter de cet effet de lune de miel. À mon avis, ce sera extrêmement difficile. Et j'ajoute en passant, Jesus Christ, c'est décourageant. Mike Donilon, le conseiller principal de Joe Biden, est celui qui a forcé Joe Biden et qui a poussé Joe Biden à rester le plus longtemps possible et à s'accrocher. Eh bien, ce Mike Donilon reste en fonction avec Kamala Harris. C'est pratiquement du jamais vu. D'abord, un désistement d'un candidat, c'est du jamais vu. Aussi tard dans la course, on n'a pas vraiment d'exemple contemporain. Encore plus, d'avoir une candidate qui vient prendre sa place et qui n'amène pas sa propre équipe, qui n'a pas d'infrastructure politique, d'opération autour d'elle, c'est encore plus du jamais vu. Donc, elle arrive comme candidate à la Maison-Blanche, ou du moins on présume qu'elle sera candidate à la Maison-Blanche, au nom du Parti démocrate, avec la même équipe que celle qui dirigeait Joe Biden. Les mêmes conseillers. Auront-ils un rôle encore aussi important? Est-ce qu'elle intégrera certains? Une chose est sûre, les gens qui étaient dans position de pouvoir avec Joe Biden autour de sa campagne sont transférés à la campagne Harris et jusqu'à maintenant, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils conservent leur poste. Incroyable. Alors, tout ça pour dire, doit-on s'attendre à une campagne révolutionnaire et dynamique de la part de Kamala Harris qui vient faire ce coup de circuit de communication? C'est possible. Mais si c'est le cas, gardez en tête que c'est l'équipe de Joe Biden autour d'elle. Donc, il faudra quand même garder en tête que c'est la même équipe. Est-ce qu'ils vont être capables de faire ça? Moi, j'en doute beaucoup. Ça n'est pas une équipe qui a démontré, disons, son habileté à spinner un candidat présidentiel. Pour le moment, Trump caracole dans les sondages. On y reviendra dans un instant. Mais il faudra énormément d'argent pour battre Donald Trump. Actuellement, l'équipe Trump possède environ 450 millions de dollars dans les coffres. Aux dernières nouvelles, ça bouge très rapidement aussi. On va en discuter dans un instant. Mais les démocrates possédaient considérablement moins, autour de 250, 280 millions de dollars. Donc, il y a un certain déficit d'abord à combler pour les démocrates pour atteindre le niveau de financement de la campagne Trump. Et ajoutons à ça, bien sûr,
le fait que Joe Biden était lui-même un cancer sur le financement des démocrates. Le problème Biden était devenu évident et ce qu'on avait appris en fait de manière absolument spectaculaire au cours des derniers jours avant le désistement de Joe Biden, c'était justement que les donneurs démocrates avaient entièrement mis fin aux dons à la campagne de Joe Biden, que c'était essentiellement sur la glace. Et donc, Joe Biden s'était fait couper les vivres par les donneurs démocrates. C'est probablement ce qui aura poussé vers la porte de sortie beaucoup plus qu'une quelconque épiphanie, une réalisation par rapport à son état de santé ou par rapport au besoin urgent de sauver la démocratie. C'était probablement du genre, j'ai plus 5 $ dans le fond de ma poche pour faire campagne, alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête. La campagne de Joe Biden, donc, à mesure où elle se retire, vous comprendrez, ça a introduit beaucoup d'enthousiasme chez les démocrates. Et là-dessus, Seigneur, quand je vous dis, on a des trucs des fois qui relèvent de la caricature. Le jour du désistement de Biden a été la meilleure journée pour les dons de toute l'histoire du Parti démocrate. Oubliez Obama, oubliez Clinton, oubliez 2020, la lutte pour la démocratie, oubliez les démocrates n'ont jamais été aussi enthousiasmés par un événement politique de leur vie que par le retrait de Joe Biden. La meilleure journée de l'histoire du Parti démocrate pour le financement. Alors, les démocrates sont-ils excités ou sont-ils paniqués? Un mélange des deux, à vous de voir. Faut dire que sur la carte électorale, ce ne sera pas facile. Ce qu'on sait actuellement, c'est d'abord, Trump est en avance dans beaucoup d'États qu'on considérait normalement acquis pour les démocrates et des États qui avaient été gagnés par Joe Biden lors de la dernière campagne. Bien sûr, prenons tous ces sondages avec un gros grain de sel parce que on a des sondages qui non seulement, dans certains cas, prédatent la tentative d'assassinat, dans certains cas même prédatent le mauvais débat de Joe Biden. Et donc, on a une photo extrêmement floue, disons, là, de l'état électoral, de l'état de la course électorale aux États-Unis, alors qu'on essaie de dresser qui est en avance ou pas. Gardons en tête que beaucoup de ces sondages sont dépassés et que les campagnes, autant du côté Trump que du côté Biden, ont gardé leurs cartes très proches de leur coffre, parce qu'ils savaient probablement que, on avait des données privilégiées qu'on voulait conserver. Washington, Oregon, Californie, bien sûr, les châteaux forts démocrates, ça reste démocrate, New York, Vermont, New Jersey, etc., le Maine, ce sera peut-être du côté démocrate entier. Cela étant dit, là où on a un problème vraiment pour la campagne Kamala Harris, c'est avec des États qui étaient du côté Biden en 2020 et qui risquent fort de passer du côté Trump en 2024. On parle du Nevada, on parle de l'Arizona, on parle, oui, du Nouveau-Mexique, on parle possiblement même du Colorado, l'Illinois, État en passant de J.D. Vance, donc on pourrait présumer qu'on aurait peut-être une force là-dessus du côté des démocrates. Dans beaucoup de cas, on projette encore l'Illinois du côté des démocrates, alors qu'on pourrait présumer que ça irait côté républicain. J.D. Vance, candidat présidentiel vice-présidentiel de Donald Trump, qui est bien sûr originaire de l'Illinois. On aura l'opportunité d'y revenir dans une toute petite seconde. Minnesota. Actuellement, on nous donne ça du côté des démocrates, On est en fait à égalité statistique, Biden-Trump. Est-ce que Kamala Harris peut changer la donne? Comme je vous dis, tous ces sondages étaient typiquement, sensiblement les mêmes pour Kamala Harris, sinon pire pour Kamala Harris. Parce qu'on a, depuis déjà plusieurs semaines, fouillez-moi pourquoi, depuis déjà plusieurs semaines, les sondeurs faisaient les deux exercices. C'est-à-dire, et si vous affronteriez Donald Trump, Joe Biden, quel serait le résultat? Et si vous avez un affrontement, Kamala Harris, Joe Biden, quel serait le résultat? Kamala Harris, Donald Trump, quel serait le résultat? Et ces deux points de données ont été suivis en parallèle. Ça se ressemble beaucoup. Dans certains cas, Kamala Harris réussit à aller chercher 1 ou 2 points supplémentaires, mais dans d'autres cas, c'est très similaire, sinon pire. Alors donc, Arizona, Trump en avance de 6. Wisconsin, Trump en avance de 2. Michigan, Trump en avance de 2. Pennsylvanie, Trump en avance de 2. Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, c'est indispensable pour les démocrates. Mathématiquement impossible de gagner la Maison-Blanche sans ces États absolument critiques. Pour les républicains, au contraire, quand je vous disais, c'est une carte qui normalement devrait être un peu contre la faveur républicaine. Ce qu'on voit en ce moment, c'est que c'est une carte qui serait difficile à perdre.
il faudrait sortir de son chemin pour perdre cette course présidentielle au point où on en est. Alors donc, maintenant, la question deviendra surtout à savoir quel type d'appui, quel type de mandat sera donné dans l'éventualité d'une victoire de la sorte et à quoi ressemblera bien sûr la Chambre, le Sénat et le Congrès. Donc pour ce qui est de Biden, j'aimerais qu'on continue très rapidement sur l'international. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Je veux qu'on se garde du temps, bien sûr, tentative d'assassinat sur Trump et quelques autres dossiers. À l'international, les conséquences du désistement de Biden sont considérables, pour ne pas dire gigantesques. Gaza, Israël, Palestine, ça c'est le premier gros dossier. La pression sur Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, vient entièrement de tomber. Netanyahu is a saved man. Il devient possible d'abord de repousser un cessez-le-feu à Gaza, de prolonger la guerre jusqu'à une nouvelle administration américaine. Netanyahou ne se cache pas du tout. Il souhaite un retour de Donald Trump. Pas complètement fou. Il présume qu'il aurait plus de marge de manœuvre parce que le Parti républicain n'est pas affecté par le même militantisme pro-palestinien qu'on voit au Parti démocrate. Et comme je vous dis, c'est pas complètement fou. Il est vrai que la principale pression actuellement sur l'administration Biden et sur le Parti démocrate plus largement par rapport à la question israélo-palestinienne, eh bien, c'est vraiment, carrément et strictement dû à ce militantisme pro-palestinien qui est cette faveur pro-palestinienne à laquelle on assiste du côté du Parti démocrate. Surtout, je vous dis pas qu'il n'y a pas d'empathie du côté du Parti républicain pour la cause palestinienne, très certainement. Je vous dis que traditionnellement, et dans le contexte politique actuel particulièrement, le Parti démocrate est le parti qui s'est rapproché beaucoup de la cause palestinienne, alors que le Parti républicain, de son côté, est typiquement plus aligné avec les intérêts israéliens, surtout, disons, dans le nouveau contexte politique où on a vraiment un militantisme renouvelé, particulièrement dans la frange plus jeune, plus gauchiste du Parti démocrate, celle qu'on a vu d'ailleurs bloquer certains campus universitaires un peu partout en Amérique du Nord et en Occident. Donc, ce genre de militantisme, bien sûr, contraignait l'appui de la Maison-Blanche et de plus largement des États-Unis eux-mêmes à la cause israélienne et forçait, du moins en apparence et superficiellement, de payer un peu de lip service à la cause palestinienne. Donald Trump n'aurait probablement pas les mêmes contraintes. Si Donald Trump aurait peut-être, éventuellement un intérêt à mettre fin à ce conflit pour des intérêts purement stratégiques, ce serait pas sous les mêmes termes que sous une administration démocrate. Et probablement qu'on serait favorable un peu plus à des concessions par les Palestiniens que dans une administration démocrate, où on aurait voulu protéger les droits des Palestiniens, protéger le statu quo, protéger l'état des choses, idéalement revenir même à une période, à un portrait d'avant-conflit. Trump risque plus d'essayer de jouer avec les intérêts israéliens. Est-ce que Netanyahou est en train de faire un jeu qui va payer ou pas? Une chose est sûre, c'est que ça change pas grand-chose pour Netanyahou qui arrive ensuite. Ce qui est important pour lui, c'est surtout le désistement de Joe Biden. Au mieux, il se retrouvera avec Donald Trump. J'ai au mieux parce que c'est ce que nous scripte Benjamin Netanyahou. Il préfère Donald Trump. Donc, dans l'idéal, il aurait Trump. Dans le pire des cas, il se retrouve avec Kamala Harris, ce qui, par défaut, lui achète quand même 6 mois où on peut continuer le conflit parce qu'on a un président lame duck qui sera ignoré par les interlocuteurs de la région. Et c'est normal. Personne ne veut arriver avec une entente qui, soyons clairs, c'est une entente qui aura des implications profondes pour la région et qui va engager l'administration suivante à des paramètres quand même fondamentaux pour le Moyen-Orient. Donc, on peut présumer que ce conflit est gelé, que le processus de cessez-le-feu, de négociation est gelé. Netanyahou ne fera preuve d'aucune tentative de retendre la main et de rêver à ralentir le conflit tant et aussi longtemps qu'il a une administration caduque à Washington. Alors donc, au moins quelques mois jusqu'à l'élection, mois août, septembre, octobre, novembre, et ensuite décembre, janvier. On peut juste rester décembre. Disons un 5 mois qui nous reste puisqu'on rentre en fonction au début janvier. Au moins un 5 mois d'une administration qui n'a plus de pouvoir, qui n'a plus d'influence et qui n'a plus de crédibilité au Moyen-Orient. C'est normal. Ça arrive à tous les présidents qu'on sait sur le départ. La différence, c'est que normalement, cette période
où on sait le président politiquement caduc, elle dure à peu près 2 mois, 3 mois. Elle dure de novembre, après l'élection, jusqu'à janvier, à la sermentation du suivant. C'est ce qu'on appelle surtout là dont on va parler d'un président qui a une influence limitée. Maintenant, pour Biden, cette période est prolongée considérablement, puisqu'on se retire à plusieurs mois de l'élection. Et qu'on se retrouve avec une candidate qui a joué aucun rôle sur la scène internationale, qui n'a pas été impliquée dans tout ça. C'est pas comme ça avait été connu des leaders internationaux, qui avait participé à des sommets, qu'on l'avait délégué. Absolument pas. C'est vraiment un cas de parvenu total qu'on va lancer dans l'arène et qu'on va espérer, pour arriver à des consensus. Donc, la réalité, pour Israël, c'est extrêmement avantageux, la situation actuelle. Pour les Palestiniens, c'est un gros recul parce qu'on avait quand même, à l'administration Biden, même si c'était très loin d'être une administration pro-palestinienne, on avait une sensibilité qu'on ne voyait clairement pas du côté du Parti républicain, où au contraire, on voulait surtout assurer la sécurité puis garantir une pérennité stratégique dans la région. Alors voilà. Netanyahou, pour le moment, préfère Donald Trump. Faut dire que la relation avec Joe Biden était affreuse. Un ancien diplomate du gouvernement américain, d'ailleurs, je regardais cette semaine sur YouTube, j'ai trouvé fantastique. Un Baker, je me souviens plus de son nom. Je devrais, vous le trouverez, pour moi, j'en ai aucun doute, vous êtes tellement pointilleux là-dessus. Mais un ancien diplomate du gouvernement américain qui résumait que tous les présidents américains, sans exception, systématiquement, à un moment ou à un autre de leur mandat, sont tellement en colère contre les Israéliens qu'ils sont plus capables de parler. But I will say this. Every president I worked for, at some point in his presidency, would get so pissed off at the Israelis that he couldn't speak. It didn't matter whether it was Jimmy Carter or Jerry Ford or Ronald Reagan or George Bush. Something would happen, and they would just absolutely go screw themselves right into the ceiling. They were so angry, and they'd sort of rant and rave around the Oval Office. I think it was their frustration about knowing that there was so little they could do about it because of domestic politics and everything else that was so frustrating to them. Et il décrivait que c'est comme la tradition, tous les présidents américains passent par là. Joe Biden avait passé ce point déjà depuis longtemps, clairement. La relation entre Netanyahou et Joe Biden était affreuse. On était tout juste capable de se parler. Vous voyez maintenant, Netanyahou se rendait à Washington pour parler cette semaine au Congrès à l'invitation des républicains parce qu'on sait qu'il fait chier Biden. Alors on se dit, on va inviter Netanyahou, ça va mettre la Maison-Blanche dans l'embarras. Invite Netanyahou. Et Biden, ce qu'on lisait la semaine passée, c'est qu'il voulait se retirer, mais après le passage de Netanyahou, parce qu'il voulait pas y faire ce cadeau-là. Ça vous donne une idée de la relation entre les deux qui était vraiment rendue à un point catastrophique. Alors donc, la relation avec Trump ne peut que repartir à neuf. Si c'était pas une relation en passant qui était parfaite, Trump a été très dur à certaines occasions, Donald Trump a été très dur envers Benjamin Netanyahou, et s'il y avait une bonne relation au départ, vers la fin du mandat de Donald Trump, c'était un peu plus difficile. Et force est d'avouer donc que maintenant, même si cette relation n'était pas parfaite, elle serait un bénéfice pour la position israélienne dans le conflit israélo-palestinien. Une administration Kamala Harris, à cet égard, serait superficiellement plus contraignante. Je lisais justement ce matin au Wall Street Journal, on en avait un article assez intéressant. Est-ce que c'était Wall Street Journal ou j'aurai l'opportunité de vous le ressortir tout à l'heure? On nous dit que une administration Kamala Harris serait très comparable à celle de Joe Biden en ce qui a trait à la politique israélo-palestinienne. Comme quoi, peut-être superficiellement, on parlera un peu plus en faveur des Palestiniens et on serait peut-être prêt de payer un peu plus de lip service justement à la cause, mais fondamentalement, la position, l'appui à Israël demeurait le même et ce serait surtout une question d'apparence. Alors donc, en Ukraine, si on veut continuer là-dessus, les implications internationales, il y a aussi un avantage du côté de la Russie avec le désistement de Joe Biden. On attendra certainement un changement d'administration. Aucune chance qu'il y ait un accord de paix au cours des prochains mois pour les mêmes raisons qu'on a évoquées plus tôt. Encore plus, oui, Biden est un président lame duck pour les 6 prochains mois, mais l'Ukraine est perdante dans le désistement de Biden. L'Ukraine sort clairement perdante de ça. D'abord, la relation entre la famille Biden et l'Ukraine est très bien connue et documentée. Deuxièmement,
la position de Trump vis-à-vis le conflit en Ukraine est connue et documentée, surtout depuis l'arrivée de J.D. Vance. On aura l'opportunité d'y revenir dans un instant. Pour la Chine, aucun impact. On s'attendait à un retour de Trump. De toute manière, la politique étrangère démocrate sur la Chine est essentiellement la même que celle de Donald Trump. Donc, rien vraiment de catastrophique ou de nouveau là-dessus. On peut s'attendre à beaucoup de continuité, que ce soit Kamala Harris, Donald Trump ou quiconque. On continue, chers amis, avec un dossier que j'imagine plusieurs avaient suivi de très près au cours des derniers jours, des dernières heures aussi. Les développements en lien avec la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Je pense qu'on peut parler d'une tentative d'assassinat. Certains ont essayé d'éviter les mots. Je vois plusieurs médias ont même titré des trucs absolument grotesques comme Trump tombe durant un rassemblement, des trucs qui relèvent carrément écoutez, c'est de la dissonance cognitive. Je pense qu'on peut en parler au point où on en est. Maintenant, circonstances de l'événement. Je veux pas qu'on s'attarde trop longtemps là-dessus. C'est un peu l'erreur que j'ai commise, voyez-vous, dans les dernières revues de presse, à vouloir m'en tenir trop à des dossiers qui sont changeants. Et surtout, la question de circonstances de l'événement en tant que tel, ça bouge tellement, on apprend des nouveaux trucs à toutes les heures. Donc, on va y aller avec un court résumé, mais surtout se concentrer, je pense, avec les implications politiques. Pour le moment, impossible d'assigner une allégeance ferme, hors de tout doute raisonnable au tireur. On sait qu'il a paru dans une publicité de BlackRock, une société de gestion de portefeuille, comme figurant. On sait qu'il a donné un comité démocrate, mais qu'il a été enregistré comme républicain. Encore là-dessus, un peu de flou. Je présume de mon côté que c'était probablement un jeune dérangé, avec un trouble d'opposition, un manque d'attention. On sait qu'il avait cherché par rapport à des rassemblements et de Joe Biden et de Donald Trump. Maintenant, puisqu'il a sélectionné Donald Trump par une opposition politique, par fondement idéologique ou simplement parce qu'il est dérangé, il cherchait une cible facile, dur à dire. Une chose est sûre, la protection en passant à Donald Trump est considérablement moindre que celle qui est offerte à Joe Biden. On aura l'opportunité d'y revenir dans un instant. Alors donc, un tir à 150 verges avec un AR-15, version civile d'une arme militaire, depuis un toit, un tir extrêmement facile selon tous les témoignages qui émergent. On entend maintenant depuis plusieurs jours, je suis certain que vous l'avez vu de votre propre côté, des snipers, des experts en tir de longue distance et aussi des gens qui sont juste des tireurs de loisirs qui vont dire, vous savez, c'est un tir qu'on donne en examen à des enfants de 7 ou 8 ans au club de tir. C'est un tir excessivement facile qu'on doit réussir, ne serait-ce que pour être considéré comme un tireur sécuritaire. Alors donc, ce tir qu'on disait presque dédié à la réussite a raté. Plusieurs tirs en provenance du tireur, on parle d'environ 4 tirs au moment où on en est, plus les tirs de réponse de la part des contre-tireurs du service secret. On nous dit que le tireur aurait survolé le site avec un drone le jour précédent, un drone commercial. Un site sous la protection du service secret, drone qui survole. Who cares? A été repéré par la police. Thomas Crooks a été repéré par la police dans la foule avec un télémètre. Télémètre, un appareil, donc un instrument qui permet de mesurer la distance vers un point donné afin d'ajuster un viseur. C'est pas tout à fait une longue vue. Ça a une utilité. Donc immédiatement, les policiers, l'ayant vu avec un télémètre, en prenant des mesures à différents endroits, l'ont remarqué et l'ont identifié comme étant une personne suspicieuse. Immédiatement, des policiers quittent leur poste sur le trafic, sur la gestion du trafic routier, pour se rendre à la recherche dans la foule de Thomas Crooks. On le perd dans la foule et on abandonne. Donald Trump, on lui permet quand même de monter sur la scène, malgré le fait qu'on avait une menace connue à l'intérieur de la foule, qu'on avait perdue à l'intérieur des gens, à l'intérieur de la foule. Et là, on nous dit maintenant, donc, on a cherché, on l'a pas trouvé. Le reste est connu. On voit des images absolument spectaculaires de Thomas Crooks, non seulement qui monte sur le toit, filmé par des gens avec une échelle, avec son arme, filmé par des gens depuis la foule, mais on a aussi de longues secondes absolument stupéfiantes où on voit des gens toujours dans la foule qui hurlent et qui pointent du doigt le tireur alors qu'il est sur le toit, installé en position de tir à quelques minutes
du tir qui passera à l'histoire, des tirs qui passeront à l'histoire. Alors, comment le public a pu observer le tireur avant et après les tirs? Beaucoup de questions qui sont sans réponse, mes amis. Pourquoi le toit était sans surveillance? Ça, c'est incompréhensible. Pourquoi le tireur a été ignoré par le service secret pendant plus de 20 minutes? Incompréhensible. Pourquoi le toit était-il accessible après un ratissage du service secret, que ça n'a pas été identifié comme l'endroit à surveiller et qu'on prend au moins des mesures pour le sécuriser? Pourquoi il n'y avait pas de drone du service secret au-dessus du site? On l'aurait repéré immédiatement. Incompréhensible. Pourquoi il n'y avait aucun membre du service secret sur le toit? Incompréhensible. Pourquoi il n'y avait pas de surveillance dans les heures avant l'événement? On aurait vu Thomas Cook se promener et faire du repérage. Pourquoi ce ratissage service secret n'a pas inclus tout ça? Impossible à comprendre. Ce qu'on nous dit actuellement, d'ailleurs, pourquoi il y avait personne sur le toit? Accrochez-vous bien. On dit qu'il y aurait eu trop chaud. Il faisait chaud cette journée-là. Et là, sur le toit, c'est un toit, il aurait attiré le soleil, il y aurait eu trop chaud toute la journée. Les explications qui sont données ne font aucun sens et suggèrent soit une incompétence la plus crasse, soit un geste délibéré et volontaire, une omission planifiée. Ce sont les deux théories les plus plausibles. En ce moment, l'explication la plus crédible, même si ahurissante, c'est celle de l'incompétence crasse. Quand on utilise le rasoir d'Occam, on en revient souvent à l'explication la plus simple, c'est ce que ça nous suggère, et encore plus, ne jamais tenter d'expliquer par la malice qui peut être expliquée par l'incompétence. Trump, on le sait, avait une protection limitée et des ressources plafonnées par son statut. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça est codifié. À quoi vous avez droit comme ressources lorsque vous êtes candidat, bien sûr, le service secret ne veut pas être accusé de partisanerie ou de favoritisme, alors tout ça est codifié. Si vous êtes un nominé, vous avez droit à telle ressource. Si vous êtes un candidat présidentiel, mais que vous n'êtes pas encore nominé, vous avez droit à un peu moins de ressources. Si vous êtes un ancien président, vous avez droit aussi à une autre certaine quantité de ressources qui varie également d'un événement à l'autre. D'ailleurs, on sait que Donald Trump avait eu beaucoup de problèmes à obtenir un niveau de sécurité suffisant et même de la sécurité point lors de plusieurs événements publics. On nous a rapporté d'abord qu'il y a eu des tentatives de l'équipe Trump d'obtenir des ressources supplémentaires, des demandes auxquelles on a refusé d'obtempérer. On sait ça d'abord, mais on sait aussi que Donald Trump a déjà demandé une protection du service secret pour un événement qui se voulait un peu plus civil, un événement où il assistait à la graduation de son fils Barron. Et le service secret lui a refusé une protection d'emblée en prétextant que ce n'était pas un événement politique. Alors, vous voyez à quel point tout ça peut s'embourber dans la bureaucratie puis dans de la codification complètement stupide qui en vient à subvertir le gros bon sens. Le gros bon sens aurait déterminé que le service secret avait deux candidats qui représentaient un profil de menace égal, que Trump devait être traité comme le candidat présumé à la présidence et donc le nominé, même s'il était à quelques jours de recevoir officiellement la nomination. Et encore plus, on aurait dû, je crois, admettre tout le monde que Trump représente un profil de risque exponentiellement supérieur à tout ce qu'on a vu dans l'histoire contemporaine, de par la détestation passionnée qu'il suscite. On aurait dû savoir qu'effectivement, écoutez, c'est presque surprenant qu'il n'y ait pas eu de tentative avant ça. Alors, est-ce que Trump avait tout simplement une protection beaucoup moins imposante parce que c'est un ancien président, que c'est pas un président en fonction, que l'équipe A1, elle est avec Joe Biden, et c'est eux qui ratissent sur des milliers de mètres, et ce sont eux qui montent sur les toits et qui amènent les chiens pour les bomber. On a refusé des chiens à l'équipe Trump à plusieurs occasions. On a refusé des détecteurs de métal à l'équipe Trump. C'est ce que je veux dire, parce que ça devient des omissions qui relèvent presque du sabotage. Ça revient presque à une tentative d'inciter à la violence. Il y a eu une négligence crasse du côté du service secret, et déjà, en passant, ça relève pas de ma propre analyse, c'est un constat qui découle des deux partis. Un constat bipartisan tant chez les démocrates que chez les républicains, alors que même des élus démocrates, ceux qui sont sur les comités pertinents, appellent tous au départ
de la directrice du service secret, qui a commencé par refuser et nous dire qu'elle restera en poste et qu'elle était la personne pour diriger. Et dans la revue de presse d'hier, je disais justement, elle ne pourra pas rester plus que 5 minutes, c'est terminé. Elle dit qu'elle va rester, mais elle s'en va. Bien faire, ce matin, on apprend que la directrice du service secret démissionne. Effectivement, c'était une telle négligence, un tel écart incroyable dans le mandat qui a été confié au service secret, une crise de crédibilité qui ne peut être que répondue que par une démission dans les plus hautes instances. Alors donc, la directrice qui démissionne, qui se retire, on s'attend à une enquête approfondie. C'est absolument nécessaire, c'est essentiel. Et maintenant, j'en entends plusieurs qui cherchent à la conspiration. Chers amis, rappelons-nous, c'est pas nécessairement une conspiration simplement parce qu'il manque des réponses. La seule chose à quoi ça nous invite, en fait, c'est à une enquête approfondie. Ça nous invite seulement à essayer de décortiquer dans les détails comment tout ça a pu se produire. Est-ce qu'il y a eu un écart sur l'assignation de l'équipe à Trump? On a vu une équipe qui, je pense, j'avais vu les images autant que moi, l'équipe rapprochée de Donald Trump qui semblait, disons, diminuer dans sa compétence, qui était peut-être pas l'équipe A1. On a vu une réponse assez douteuse de la part du service secret. On a vu en général des bavures qui sont difficiles à justifier. Est-ce qu'il y a eu donc une dilution de la compétence à l'intérieur du service secret, du corps du service secret au cours des dernières années? Jusqu'où il faut remonter? Est-ce que c'est dans le recrutement, dans l'entraînement? Est-ce que c'est dans le déploiement, dans l'assignation des agents? Est-ce que c'est dans la sélection? Est-ce que c'est dans la... Impossible pour le moment d'arriver avec des conclusions fermes, claires et sans aucun doute. Il est important de se laisser de la place. Mais cette place-là ne doit en aucun cas être comblée par des théories de la conspiration qui viennent remplir le vide. Chers amis, je vous appelle à la prudence. J'entends et je vois des choses qui me dégoûtent, qui me révulsent et qui me font peur. D'abord, je pense qu'on peut convenir que Trump est élevé en martyr. Sinon, qu'il est élevé en martyr, que les images iconiques de Trump, le poing levé, sont déjà inscrites d'une certaine manière dans l'histoire. Et la réaction de Trump là-dessus, qu'on aime Trump, qu'on le déteste, qu'on se réveille la nuit pour l'haïr, la réaction de Trump ne s'enseigne pas. Et c'est une réaction de lever le poing, de crier « fight, fight, fight » après une tentative d'assassinat où on se fait mettre une balle dans la tête, les oreilles font partie de la tête. Il y a une forme de courage physique là-dedans qui a inspiré plusieurs Américains. On l'a senti, il y a un mouvement d'empathie, bien sûr, qui se ressent déjà à travers les sondages, un mouvement d'empathie qui se mesure dans la population américaine, surtout chez les modérés et les indépendants. Des gens qui voyaient beaucoup de négatifs à Trump, mais qui étaient ouverts à voir du positif et qui ont vu là-dedans une forme de courage physique, qui ont vu une forme, qui ont eu une forme de respect pendant un court instant, d'empathie. Réaction, bien sûr. Le couronnement de Trump à la Convention républicaine, on a assisté à un événement assez solennel dans lequel Trump a donné un discours de plus de 90 minutes. Un contexte politique était déjà explosif avec le contexte, avec la situation dans laquelle se trouvait Joe Biden, toujours à ce moment au bord du précipice, n'avait toujours pas annoncé son retrait. Alors donc, Trump qui est arrivé vraiment dans un enthousiasme à la Convention républicaine, alors qu'on le percevait comme une espèce de héros face à un zéro qui était destiné à la défaite et qui s'accrochait à la Maison-Blanche par les ongles. Alors donc, cette convention a été très bénéfique pour Donald Trump, pour unifier le Parti républicain. Et au bout de la ligne, on ressort de tout ça avec une espèce d'inversement du narratif. Un changement de narratif qui est carrément une inversion. Trump qui était présenté comme une menace à la démocratie, le candidat de la violence, le candidat de la subversion démocratique, le candidat qui menace la République. De manière, ça survit à une tentative d'assassinat en pleine élection présidentielle, en fait, ironiquement, un symbole de la force de la démocratie. L'image de Trump qui se relève après une balle dans la tête, c'est une représentation physique de la République qui résiste à la subversion par la violence.
c'est une inversion totale du narratif vis-à-vis Donald Trump et sa candidature et la poursuite de sa candidature. Alors ça, pour plusieurs, ça bloque. Il y a un blocage. On refuse d'accepter que ça s'est passé. Trump se l'est fait à lui-même. Impossible. On vient vivre dans une espèce d'imaginamonde sans aucune espèce de preuve tangible, sans même un motif valable. Alors que certains vont affirmer que Trump s'est tiré lui-même, pulvérisé sa propre oreille dans une course pour se donner des points, dans une course où il pulvérise déjà son adversaire. Trump avait besoin de ça pour mousser sa... Guys, allez chercher de l'aide. Je suis sérieux, je vous aime, j'ai de l'empathie, mais allez chercher de l'aide, c'est pas normal, là. C'est vraiment... le mot médical, je suis triste, je suis désolé d'avoir à le dire, c'est pathologique. C'est une détestation pathologique de Donald Trump qui vient à bloquer les sentiments d'empathie. Pas capable. Je l'ai trop, il aurait dû le pogner. C'est pathologique, je suis désolé de vous le dire. Il n'y a aucune explication rationnelle, aucune, pour souhaiter la mort d'un homme avec une famille, des enfants, des petits-enfants, une femme qu'il aime, avec des millions d'Américains qui l'adulent, et une mort qui aurait probablement causé des tensions sociales sans borne à l'intérieur des États-Unis. Mes amis, vous êtes irresponsables, vous êtes éminemment violents et dangereux. Pour vous, pour vos proches, puis pour la démocratie plus largement. Quand on appelle soit au meurtre de candidats présidentiels, ou soit qu'on célèbre la tentative, ou qu'on accepte tellement pas qu'il a le droit de survivre, qu'on en vient à organiser une réalité alternative à travers la dissonance cognitive et la pire des mauvaises foi et de cupidité. Ça, j'ai pas beaucoup de pitié pour ça, parce que ça relève c'est de la mauvaise foi. Il y a tellement de mauvaise foi qu'on vient être capable juste de faire preuve d'empathie. Un manque de nuances tel, un totalitarisme idéologique tellement total et complet qu'on ne peut plus voir le monde qu'en noir ou en blanc. Trump bad, kill Trump. You're sick. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et quelle projection incroyable! Dans une société où on accuse un candidat et un ancien président de violence et de menace à la démocratie. Quelle projection incroyable! Quelle projection! On veut protéger la démocratie, mais s'il faut tuer un ou deux candidats en chemin, la fin justifie les moyens. Vive la démocratie! Si vous pensez comme ça, allez vous asseoir en arrière, laissez les adultes discuter de la situation en avant. Go in the back of the bus. Et à travers tout ça, je vous le dis, moi, il est magnifique de voir qu'il n'y a aucun des deux camps qui a le monopole de la cupidité, de la mauvaise foi, de la dissonance cognitive. Quand on vient justement incapable d'éprouver la moindre part de nuance, on nous accuse souvent la droite, la fabulation, des théories de la conspiration. La droite va être visée par ça. On constate aujourd'hui que la gauche a réagi avec le même instinct dégueulasse lorsque les choses vont de leur côté. Et c'est ironique. C'est les mêmes qui vont plaider que Trump est une menace à la démocratie, les mêmes qui appellent à l'assassinat d'un candidat présidentiel, déplorant que le tireur l'ait raté. Les mêmes qui déchirent leur chemise quand on pose des questions nécessaires sur l'Ukraine, sur Burisma, sur Nord Stream, sur un candidat présidentiel semi-cadavresque. How cute! Qui aujourd'hui nous invente une réalité dans laquelle Trump s'est tiré lui-même, puis on n'a pas besoin de preuves, non, c'est ça qui s'est passé, puis on croit ce qu'on veut. C'est ça QAnon en passant. C'est ça. Vous n'avez plus le droit de rire de quoi que ce soit. Là. La sociologie de masse. Je pense qu'on assiste à un phénomène de sociologie de masse et je vous appelle à avoir assez d'indépendance intellectuelle, assez d'autonomie, d'humanité pour vous extraire de cette violence toxique qu'on a dans le discours public.
J'espère que vous avez l'indépendance intellectuelle pour réfléchir de manière autonome et éliminer ce bruit dégueulasse qui vient à pourrir notre espace commun. J'espère qu'ensemble, on peut essayer de comprendre qu'on a franchi une ligne, qu'on l'a échappé belle, qu'on ne devrait pas le célébrer, qu'au contraire, on est passé extrêmement proche d'une potentielle guerre civile, d'un éclatement total des tensions sociales qui sont en crescendo depuis déjà des années aux États-Unis. Vous pensez que ce serait terminé? Vous pensez que tout ça serait fini après? On ramasse Trump, on va l'enterrer, on oublie tout ça? Mes amis, Trump n'a pas inventé le Trumpisme, et le Trumpisme va survivre à Trump. C'est un mouvement. C'est le résultat d'une insatisfaction et d'un sentiment de désaffranchissement, un sentiment d'exclusion vis-à-vis les élites, vis-à-vis la vie politique, vis-à-vis les médias, vis-à-vis tout ça. Et alors donc, pour régler ce sentiment d'exclusion, on va éliminer la seule qui a été créée par ces gens exclus. Vous pensez que ça va se terminer là? Ils vont juste retourner chez eux, tout ça va se terminer. Évidemment pas. Évidemment qu'on en serait aujourd'hui dans une tension sociale absolument incroyable qui frôlerait, sinon se caractériserait carrément comme une guerre civile. Vous avez vu ce qui s'est passé avec George Floyd? Si George Floyd peut mettre la côte ouest à feu et à sang, vous pensez qu'un assassinat de Donald Trump en pleine campagne présidentielle n'aurait pas posé un certain nombre de problèmes pour la paix sociale? Et plus largement, c'est un appel à la prudence. On vient de voir quelque chose de grave, là. Et il y en a plusieurs qui tournent la page, puis qui passent 23, 24 juillet, 25 juillet, on passe rien, ouais. Oh, rien. Faut prendre acte de ce qui vient de se passer, là. On est tous responsables du discours toxique qui a mené à ça. La manière dont plusieurs décrivent leurs adversaires en politique. Des fantassins qui doivent absolument faire la guerre aux rouges et les rouges doivent absolument faire la guerre aux bleus. Et si l'adversaire finit par prendre le pouvoir, alors c'est la fin de la République. Trump et Hitler. Ce sera l'effondrement de la démocratie, la dernière élection de l'histoire, et il doit être arrêté par tous les moyens, coûte que coûte. Vous êtes surpris qu'il y ait quelqu'un qui a pris ça au sérieux? Les gars, c'est fucking dumb. Vous êtes surpris qu'il y ait quelqu'un quelque part dans ce conflit qui a fini à un moment donné par dire, moi je vais rendre service à la société, je vais être un héros, je vais arrêter Hitler. C'est ce que je veux dire, c'est un appel à la prudence. À dire, est-ce qu'on peut prendre un peu de recul? La fin de la démocratie, c'est ça la fin de la démocratie. C'est un fusil sur la tempe qu'elle se fait, la fin de la démocratie. C'est quand on n'est plus capable d'entendre son adversaire puis que sa position n'a plus le droit d'exister. Sans quoi c'est la fin de l'histoire avec un grand H. Un appel à la prudence, chacun d'entre nous, à parler de nos adversaires avec respect, nuance. Arrêtez de voir ce monde binaire, noir ou blanc, où on a des gentils et des démons. Ça devient dangereux. Carrément. Who's next? Si on tire sur Trudeau, is it fair game? C'est correct. Si on tire sur Kamala Harris, parce que pas légitime, c'est correct. On revient à une histoire, à une période profondément sombre de l'histoire des États-Unis où cette logique-là était appliquée. Une période profondément sombre dans laquelle ceux qui étaient contre la République, on les voyait comme des communistes qui devaient être éliminés, on les voyait comme des dangereux, comme des traîtres. Cette période-là, pour vous la rappeler, c'est à peu près le pic de la guerre froide. Au début des années 60, notamment, où on tue Malcolm X, on tue Martin Luther King, on tue John F. Kennedy, on tue Robert Kennedy. C'est à ça, là, c'est ce qui se produit quand ça devient fair game. Alors, j'invite tout le monde à la prudence. J'invite tout le monde à une réflexion profonde par rapport à l'humanité dont on fait preuve.
au quotidien. Et je vous le dis avec beaucoup d'amour et d'empathie, parce que je sais qu'il y a des gens, même dans ma famille, qui célèbrent ça en se disant « Nice, y aurait-tu le pogné? » Je vous le dis avec beaucoup d'amour. Là. Ça n'a aucun sens. Puis j'espère vraiment que vous allez trouver le cœur et l'humanité d'arrêter de célébrer la potentielle mort d'un autre être humain. Si on veut y aller avec le candidat à la vice-présidence, ou en fait, je pense qu'on peut, avant de continuer sur le candidat à la vice-présidence, on peut faire une observation quand même qui vaut la peine d'être relevée à mesure où on arrive sur justement J.D. Vance, etc. Ce qu'on a vu se produire dans la foulée de l'assassinat, de la tentative d'assassinat, devrais-je dire, c'est aussi la baisse rapide de la sanction sociale à l'appui à Donald Trump. Ce que je veux dire par sanction sociale, c'est que très longtemps, ça fait 10 ans que Donald Trump est en politique. Là. Presque. Depuis 10 ans, appuyer Donald Trump est associé à une sévère sanction sociale. Au départ, c'était, écoutez, le bannissement des réseaux sociaux, c'était l'exclusion des cercles d'amis, l'exclusion de la famille, le rejet par les collègues, la perte d'emploi. C'était une sanction sociale assez grave qu'on a vu surtout se manifester à travers l'élection de Donald Trump. Et la surprise qui est survenue pour plusieurs, on se disait « Quoi? » Parce que la sanction sociale était tellement forte que ceux qui appuyaient Donald Trump ne voulaient pas en parler. On se taisait. Du côté des partisans de Donald Trump, on se taisait. Du côté des démocrates, on faisait tout sur se taire. À lancer autant de boucs possible de l'autre côté pour essayer d'attacher le Parti républicain à Donald Trump. Un parti qui lui a résisté presque jusqu'au bout. Donc la sanction sociale pour l'appuyer était totale. Ensuite, il est devenu président. Ça s'est poursuivi, bien sûr. Il y a eu toujours cette sanction qui était assez sévère. Au départ, même plusieurs doutaient à rejoindre son administration. Et ceux qui acceptaient une nomination sur son cabinet se voyaient considérés comme infréquentables par Washington, par l'élite washingtonienne. Maintenant, depuis les 4 dernières années, force est d'avouer que la sanction sociale a baissé considérablement et qu'elle s'est presque totalement effondrée. Après la contre-performance au débat du 27 juin de Joe Biden, et encore plus après la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Déjà plusieurs personnalités des médias et de l'industrie qui sortent pour appuyer Donald Trump, qu'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Je pense justement à Jamie Dimon, qui était un ennemi juré de Donald Trump. Et Donald Trump lui retournait bien. Et qui maintenant, Jamie Dimon, de Goldman Sachs, nous dit qu'il serait prêt à servir dans une administration Trump comme secrétaire au Trésor. Elon Musk, un des plus gros contracteurs du gouvernement américain. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à perdre au niveau des contrats, au niveau de l'accès, au niveau de la réglementation et de l'encadrement de ces entreprises, avec X, avec Twitter, avec PayPal, pas identifié PayPal au point où on en est, mais avec X, pardon, avec Tesla et avec SpaceX. Énormément à perdre. Et quelques minutes après la tentative d'assassinat, Elon Musk qui offre son appui sans équivoque à Donald Trump. Alors cette sanction sociale, on le voit, vous avez des leaders tranquillement qui lancent le signal, le code, que c'est maintenant acceptable, correct, d'appuyer Donald Trump. Vous ne perdrez pas votre emploi à Goldman Sachs. Vous ne perdrez pas votre emploi à SpaceX. Vous ne serez pas sanctionné chez Tesla. Vous avez le droit, et ce n'est pas répréhensible. The boss thinks that way. C'est puissant. Et c'est pourquoi je vous dis, la sanction est en train de... Et ça peut seulement jouer en faveur de Trump, qui devient essentiellement un... Puis on le voit dans la manière dont la campagne est présentée. C'est étrange, cette campagne 2024 de Trump. Une campagne où on l'habille un peu comme un modéré. On essaie de présenter vraiment, et c'est facile parce que beaucoup des trucs qui ont été faits par Donald Trump dans le premier mandat ont été poursuivis par Joe Biden et son administration dans son propre.
face à la Chine, face à la frontière, face au protectionnisme, face à la Russie. Tout ça a été essentiellement la même politique étrangère et même politique intérieure. Alors donc, très difficile d'accuser Donald Trump du pire radicalisme lorsqu'on a poursuivi beaucoup de ses politiques. Et maintenant, Trump semble relativement conscient qu'il doit élargir ou qu'il peut élargir sa coalition chez des gens qui autrement n'auraient jamais réfléchi à lui. Alors on voit bien sûr une drôle de campagne dans laquelle Trump semble être plus consensuel tant à l'intérieur du Parti républicain que le mouvement conservateur en général. Les médias, faut le dire, ont perdu énormément d'influence dans les 10 dernières années. C'est ça le gros facteur déterminant dans la viabilité politique, si on veut, et la facilité qu'a Donald Trump à faire une campagne. En 2016, c'était, bien sûr, on lui a rendu service indirectement, mais au sens où on faisait combat envers et contre tous, contre un ensemble de médias qui étaient, pour la plupart, opposés à la campagne de Donald Trump et qui en faisaient une quasi-obsession. On arrive un peu plus tard, maintenant, après la pandémie, beaucoup de confiance a été perdue dans les médias. Ajoutons à ça toutes les pressions commerciales qu'on connaît sur la fracturation des environnements de contenu, où soudainement on a plusieurs plateformes de diffusion, de streaming, on a plusieurs sites Internet qui nous permettent d'accéder à du contenu, on a une foule de divertissements Internet, comme 7 jours sur Terre, qui gagnent aussi en popularité, en influence. Donc, les médias, au cours des 10 dernières années, l'ont eu difficile. Et les médias qu'on a aujourd'hui devant nous, c'est loin d'être la même chose qu'on avait en 2015, en termes d'influence, en termes de potentiel, disons, d'influence. Les médias sont l'ombre d'eux-mêmes. Ce qui nous invite à dire que Donald Trump n'a plus vraiment besoin d'élargir sa coalition électorale au-delà de ce qu'il possède déjà. Ce qui nous amène à son choix de vice-président, J.D. Vance, sénateur de l'Ohio, ancien Marines, auteur à succès. On dit que c'est un bulldog qui n'a pas peur de défendre Trump et déjà en fait plusieurs personnalités des médias et de l'industrie ont fait pression pour que Vance figure sur la liste présidentielle, notamment Elon Musk, qui a mis de la pression sur Donald Trump. Elon Musk qui clairement est de plus en plus, intégré à la campagne républicaine, alors qu'on sait qu'il a des conversations régulières avec Donald Trump, à l'initiative de l'un comme de l'autre. On sait qu'il participe à un effort à hauteur de quelques 45 millions de dollars par mois avec d'autres personnalités afin de financer la campagne de Donald Trump. Et on sait également que Elon Musk, maintenant, a eu un rôle sur la décision, ou du moins une influence sur la décision de vice-président. Donc, d'abord. Ensuite, on sait aussi que Tucker Carlson, personnalité des médias bien connue aux États-Unis, qui semble entretenir encore une relation avec Donald Trump également, qui a même été considéré pendant un certain temps comme un potentiel candidat à la vice-présidence. Tucker Carlson, qui de son côté aurait mis de la pression pour que J.D. Vance soit sélectionné. Donc un candidat qui est assez apprécié tant du côté des conservateurs que du côté, disons, de la Silicon Valley, que du côté de Wall Street. On a vraiment un candidat assez consensuel. D'ailleurs, le think tank Heritage Foundation, ce think tank qui est responsable pour le fameux projet 2025, qui est toujours un peu une orientation à long terme de où est-ce qu'on veut s'en aller avec un parti ou un autre. Les démocrates ont ce genre de choses, les républicains aussi. Et de leur côté, le think tank Heritage Foundation a aussi plaidé en privé pour que Vance soit désigné. Donc un gars assez consensuel qui, en passant, on dit de lui qu'il est capable de parler Trump aux gens qui ne parlent pas Trump, aux gens les élites côtières, les institutions qui sont de manière générale un peu plus hostiles à Trump. J.D. Vance a cette manière de phraser les choses et de les présenter pour que ce soit un peu moins divisif, un peu moins controversé. Idéologiquement, c'est un gars qui a été opposé à Donald Trump au départ, qui s'est affiché comme étant un opposant au trumpisme dans les premières heures, comme beaucoup de républicains d'ailleurs, probablement pour une question de viabilité politique, et ensuite qui s'est rapidement aligné avec Trump, à mesure où celui-ci est devenu le candidat désigné du Parti républicain en 2016 et subséquemment en 2020-2024. Vance a été vraiment un fidèle défenseur des politiques Trump, spécifiquement et particulièrement sur la question de l'Ukraine. Vance est un sénateur qui a eu un rôle absolument central dans le blocage de l'aide financière à l'Ukraine de la part des États-Unis,
à laquelle on a assisté au cours des derniers mois. Une aide qui aura fini par se débloquer à travers une complexe négociation politique dans laquelle la Maison-Blanche a fait un certain nombre de compromis sur la frontière, et etc. Alors donc, Vance, de son côté, aucun doute sur sa position sur l'Ukraine. Il est là-dessus vraiment sur la même longueur d'onde que Donald Trump, et s'il y a quoi que ce soit, est probablement encore plus bulldog que Donald Trump sur la question de l'Ukraine, alors qu'on souhaite carrément une fin du financement, qu'il y ait un accord de paix ou non. Ça, c'est aussi une nouvelle dimension qu'on introduit là-dedans. Stratégiquement, on voit donc à travers cette sélection que Trump n'essaie pas d'aller convaincre des modérés ou d'aller élargir vers le centre, d'aller chercher des gens qui lui sont hostiles. Trump a clairement très confiance dans sa coalition électorale, a confiance qu'il pourrait gagner avec l'état actuel des forces et surtout, ça semble être une tentative de pérenniser le Trumpisme. Pour un candidat qui vient de vivre une tentative d'assassinat, est-ce que ça a eu un rôle à jouer? Dur à dire, mais une chose est sûre, J.D. Vance serait un candidat viable au jour 1 pour pérenniser la marque du Trumpisme et l'idéologie qui a été créée, qui a été, si on veut, mise de l'avant par Donald Trump, les codes, les mœurs et la manière de fonctionner qui a été créée par Trump. Au niveau politique, Vance serait vraiment un héritier tout fait. Alors donc, on a vraiment une situation au niveau des États-Unis qui est assez fluide, difficile de savoir pour le moment dans quelle direction on va aller pour les prochaines semaines. Il faut s'attendre à beaucoup d'enthousiasme du côté des démocrates, aucun doute qu'il y aura beaucoup d'attention sur la nomination, le processus de couronnement, devrais-je dire, de Kamala Harris et plus largement sur la sélection du candidat vice-présidentiel pour les démocrates. Il y aura aussi beaucoup d'attention là-dessus. Pour ma part, je vous invite à jeter un œil quand même du côté de l'Ukraine parce qu'on a eu des développements au cours des dernières semaines qui m'amènent encore à faire un retour assez, assez rapide, mais je tiens absolument à vous en parler là, de ce qui se passe au côté du financement de l'Ukraine. L'Allemagne qui coupe les vivres à l'Ukraine. L'Allemagne envisage de réduire de moitié son aide militaire à l'Ukraine l'an prochain. Pas en 2029, à partir de 2025. Malgré les craintes d'une diminution potentielle du soutien américain à Kiev en cas de retour du candidat Donald Trump à la Maison-Blanche. On nous dit que l'aide allemande à l'Ukraine sera réduite à 4 milliards d'euros en 2025 contre 8 milliards d'euros en 2024. Donc on tranche de moitié. L'Allemagne espère que l'Ukraine va être en mesure de répondre à ses besoins de financement et ses besoins militaires grâce aux 50 milliards de dollars qu'on vient tout juste de leur larguer sur la tête à travers un autre mécanisme qu'on a vu en parallèle se déployer, une autre chose complètement spectaculaire, et je veux qu'on en parle, les pays du G7 donc, qui se sont finalement entendus sur une manière de financer l'Ukraine à partir des réserves étrangères gelées de la Russie. On se souvient, en 2022, lorsqu'a commencé donc le conflit en Ukraine, rapidement, les États-Unis, la Belgique, la Suisse, un certain nombre de pays à travers le monde ont saisi les réserves étrangères de la Russie qui étaient détenues dans leurs institutions financières. Ce sont des réserves qui appartiennent à la Russie. C'est les devises étrangères de la Russie, ce sont les réserves en argent du pays. Maintenant, on a décidé de les geler, surtout pour avoir un pion de négociation dans l'éventualité d'une négociation de paix avec la Russie. C'était toujours un geste extrêmement risqué. Au départ, les Américains disaient « on va prendre cet argent et on va le donner directement à l'Ukraine comme une réparation. Pour payer les réparations de l'Ukraine, on va prendre 281 milliards de dollars, 260 milliards d'euros, qui ont été saisis, confisqués par le groupement américain depuis les réserves étrangères de la Russie. Et assez rapidement, quand les Américains ont proposé de prendre cet argent et de l'envoyer avec un beau chèque en blanc en Ukraine, les Européens ont dit « Êtes-vous complètement malades? » Les Européens ont complètement, du moins une bonne partie de la communauté européenne a refusé d'emblée en disant « C'est trop dangereux, ça n'a aucun sens, c'est risqué. » Et d'ailleurs, je note que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor des États-Unis, secrétaire nommée par Joe Biden lui-même, a elle-même sorti en disant « Écoutez, ça n'a pas de sens, on peut pas faire ça, on peut pas prendre l'argent de la Russie et la punir en confisquant cet argent-là parce qu'on n'est pas d'accord avec une décision politique, stratégique ou militaire. »
l'impact qui était vu du côté des États-Unis, au-delà de la punition, c'était surtout pour le dollar américain. À dire, le dollar américain, ce qui fait sa force, c'est surtout le fait qu'il est international, qu'on l'utilise pour les échanges commerciaux. Et c'est basé sur la confiance. Si un jour les gens n'ont plus confiance, qu'ils peuvent détenir des réserves étrangères, et c'est ce qui permet aussi de financer la dette américaine, eh bien, c'est tout le système au complet qui s'effondre. Si on n'a plus confiance que ces dollars nous appartiennent et qu'ils peuvent être saisis n'importe quand, en fait, alors c'était une menace pour le statut, la posture du dollar américain à travers le monde. Donc, on avait aussi une réticence à l'intérieur des États-Unis là-dessus. Longue histoire courte, on a fini par laisser tomber entièrement cette idée et arriver avec un nouveau mécanisme pour financer l'Ukraine. Puisque tout le monde en a assez, puisque plus personne ne veut payer, puisque l'Allemagne a envie de check-out, puisque la Hongrie a envie de check-out, puisque tout le monde a envie de sortir. Alors soudainement, on se dit on va prendre les 280 milliards. On les a depuis 2 ans. Ils sont en banque. Faites le calcul, 280 milliards de dollars à 5%, c'est quelque chose comme 15 milliards de dollars par année en intérêts qui sont générés par tout ça. Alors là, on a un 15 milliards qui s'ajoute et est-ce que ça appartient à la Russie? Théorie, oui. En pratique, les Américains le saisissent. Tout ça est confisqué. Donc là, l'idée qu'on a eue, qui est incroyable et qui relève vraiment de la comptabilité la plus créative, et là-dessus, il faut donner notre admiration aux États-Unis. Écoutez bien ça. Les Américains disent, on va prendre une garantie avec l'argent de la Russie. Autrement dit, vous voulez un prêt. Vous allez à la banque, vous donnez votre voiture en garantie, vous donnez des meubles, vous donnez votre maison en garantie. On estime que vous êtes saisissable, que si jamais vous ne payez pas, on a quelque chose pour se payer. Alors, les États-Unis prennent l'argent de la Russie en garantie pour émettre un prêt de 50 milliards de dollars à l'Ukraine. Un prêt qui devrait aussi, on devrait avoir quelques contributions européennes, mais ce prêt-là, en passant, doit être remboursé par l'Ukraine. Et pour payer les 50 milliards, comment font les États-Unis? On utilise le 15 milliards d'intérêts qui est généré par l'argent de la Russie. Alors les Américains, longue histoire courte, on résume, on a 280 milliards, on ramasse le 15 milliards par année pour couvrir un 50, une avance qu'on envoie à l'Ukraine, et ce 50 milliards doit être remboursé aux États-Unis. Si vous demandez pourquoi les États-Unis sont numéro 1 et pourquoi le système bancaire écoutez, c'est spectaculaire. On se fait payer des deux côtés. On crée de l'argent. Fantastique. Donc, on se dit des fois, est-ce que les États-Unis gagnent avec l'Ukraine? Les États-Unis sont morts de rire depuis le début. Assez incroyable à quel point il y a des gains stratégiques majeurs pour les États-Unis depuis le début de ce conflit. Alors donc, le G7, Royaume-Uni, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, États-Unis, a accepté d'utiliser les revenus des avoirs russes pour accorder à 50 milliards de dollars à l'Ukraine, qui est une avance, autrement dit. On avait poussé au départ pour juste envoyer les 15 milliards à chaque année à partir des intérêts. Les Américains ont dit, on va prendre les 15 milliards, puis on va vous envoyer une avance de 50 milliards. Comme ça, vous allez avoir tout l'argent tout de suite, puis nous autres, c'est fantastique. C'est fantastique. Alors, je termine avec les questions du public, parce que j'estime que on a une belle opportunité. Maintenant, ça fait juste 1h30 qu'on est en revue de presse. Aussi bien y aller avec quelques questions du public. Maxime Paquin qui me demande ton opinion sur les futures relations entre Trump et Trudeau advenant une victoire de Trump. Je crois, en toute réserve, que, premier point, l'attitude de Justin Trudeau vis-à-vis de Donald Trump est méprisante et méprisable. Et je m'explique. Méprisante parce que Justin Trudeau a toujours été ouvert dans sa détestation de Donald Trump. Il a toujours été très clair qu'il ne voulait rien savoir d'être vu comme un interlocuteur intéressé. Justin Trudeau n'a jamais voulu être vu de près ou loin avec Donald Trump et c'est vraiment l'antagonisme de la politique Trudeau, c'est Donald Trump. C'est le jour et la nuit en politique, et particulièrement, si on veut, dans le contexte actuel. Alors, premier point, la relation de Trudeau avec Trump est déjà méprisante. Il y a un mépris des deux côtés. Trump méprise Trudeau, Trudeau méprise Trump.
Et il y a un côté méprisable à ça. Je m'explique. Parce que je pense que je fais surprise à personne en apprenant que le Canada est subordonné des États-Unis. Je pense que j'apprends rien à personne quand je vous dis qu'on est largement dépendant des États-Unis et qu'il relève des intérêts supérieurs de la nation canadienne d'être en bon terme avec le partenaire américain. Je vous apprends rien quand je vous dis que Pierre Elliott Trudeau disait lui-même, père de Justin Trudeau, disait lui-même que quand on est couché avec un éléphant dans un lit, l'éléphant américain, évidemment, dès qu'il se retourne, on en ressent les soubresauts. C'est là que ça devient méprisable. C'est que Trudeau choisit de mettre ses propres intérêts politiques et ses propres préférences individuelles au-delà des intérêts supérieurs de la nation canadienne, alors qu'il aurait pu, au mieux, dire qu'il respecte la démocratie américaine, qu'il a confiance que les électeurs américains vont prendre une décision éclairée au regard de leurs propres intérêts et que peu importe la décision, il a confiance que la relation entre le Canada et les États-Unis est une relation fraternelle, multicentenaire, qui ne peut être perturbée par un politicien ou un autre et que cette relation va durer peu importe. Il rappellerait les importants échanges commerciaux, il rappellerait la collaboration dans la Deuxième Guerre mondiale, il rappellerait toutes ces bidonneries. Au mieux. Au pire, il ferme sa gueule. Il fait juste rien dire. Tu veux pas nuire activement aux intérêts du Canada, surtout quand on sait à quel point Trudeau s'est fait mettre les shorts par-dessus les yeux dans la négociation sur l'ALENA. À quel point on s'est fait vider les poches sur le bois d'œuvre, à quel point on s'est fait vider les poches sur toutes les questions de protectionnisme et d'échanges à frontières, à quel point on s'est fait expulser pendant l'administration Trump d'une alliance sécuritaire, le Five Eyes, qu'on a subtilement redésigné en CANZOC, en AUKUS, en tous ces partenariats anglo-saxons que pourtant on n'invite pas le Canada. How strange! Et devant ces échecs majeurs qui ont nui aux intérêts du Canada, et soyons clairs, c'est pas comme si les relations individuelles avaient pas une influence dans la conduite des relations étrangères sous Donald Trump. Que ce soit avec Xi Jinping, avec Zelensky, avec Macron, avec Trudeau, avec Bolsonaro, Erdogan, qui vous voulez. Ça a toujours été central à la conduite des relations étrangères, les relations individuelles. C'est ce qui caractérisait la politique étrangère de Donald Trump à beaucoup d'égards. Ses relations individuelles, Kim Jong-un, etc. Et là, on déteste Trudeau et Trudeau te le rend. Et on voit, après t'être fait les shorts par-dessus les yeux, on voit que Trump revient et on continue sur cette ligne. Ça relève d'une attitude méprisable. Il n'y a pas d'autre à dire. Pour un Canadien qui voit ça, c'est méprisable. C'est un gouvernement qui dirige pour ses propres intérêts politiques et électoraux en toute négligence, pour pas dire sabotage, des intérêts de la nation. C'est pas un gouvernement qui gouverne pour la raison d'État. C'est un gouvernement qui gouverne pour lui-même. Donc, j'ai que du mépris pour ça. Maintenant, un peu quand même de lumière à travers tout ça. Permettez-moi de nuancer cette position, sinon que de la rendre caduque en ajoutant que il n'y en aura pas de relation entre Justin Trudeau et Donald Trump. Ou pas très longtemps. La date d'expiration politique de Justin Trudeau est pas mal passée déjà. Justin Trudeau est poussé, exactement comme Joe Biden, vers la sortie par son propre parti. Et là, on n'est pas aux États-Unis avec un écart de 2 ou 3 points. Les conservateurs, l'opposition de Justin Trudeau au Canada, sont en avance à l'échelle nationale par quelques 20 points. Trudeau est même plus dans le rétroviseur. Alors, si on est dans la position d'une administration américaine, vous pouvez être confiant qu'on présume qu'il y aura un changement de gouvernement assez rapidement au Canada. Le gouvernement Trudeau, qui est minoritaire, est tenu sur le respirateur artificiel par un bloc québécois qui n'a pas les couilles d'aller en élection parce qu'il sait très bien que le contexte électoral est hautement favorable à un changement de gouvernement et nécessairement au Parti conservateur. Et maintenu sur le respirateur artificiel par
NPD, qui n'a pas les couilles d'aller en élection parce que son chef, Jagmeet Singh, sait très bien qu'il est extrêmement précaire, fragile et que ses troupes vont se débarrasser de lui à la première opportunité au lendemain de la défaite nécessaire. Donc, contexte politique, on s'attendrait à terme à une relation peut-être plus déterminante entre Donald Trump et Pierre Poilievre qu'entre Donald Trump et Justin Trudeau. Ça risque d'être quelque chose de moins influentiel, moins conséquent pour le Canada. Alors, si on revient sur la question, mon opinion sur les futures relations entre Trump et Poilievre, probablement beaucoup plus avenante, plus positive. Si on considère qu'il y a quand même une certaine affinité d'abord sur l'origine politique, Poilievre est un peu une version édulcorée. On a récupéré beaucoup des codes de Donald Trump sur l'immigration, sur l'identité, sur la lutte, si on veut, entre les classes, entre les élites et les travailleurs. Et tout ça, ça a été récupéré. La lutte contre les médias, tout ça, c'est des thèmes qui sont récupérés exactement tels quels par Pierre Poilievre. Donc, si on passe ça à travers un correcteur, puis on garde essentiellement la même chose. C'est les positions de Donald Trump passées à travers un correcteur d'orthographe. No One 1800, 18-900, qui me demande « Beaucoup de personnes considèrent que la montée des extrêmes qu'on voit en Europe est un remake de l'entre-deux-guerres avec les conséquences qu'on connaît. Qu'en penses-tu? Bon baiser de Belgique. » Pour ma part, j'aurais plus tendance à dire que c'est une période actuellement qu'on pourrait comparer à la période juste avant la Première Guerre mondiale. À un moment où il se construisait une quantité de réseaux d'alliances dans une ambiance de suspicion, où il y avait aussi un certain nombre de puissances qui se contestaient une hégémonie mondiale contrôlée par une puissance historique, notamment dans le cas échéant le Royaume-Uni. Et j'ajouterais aussi que la Première Guerre mondiale a remarqué vraiment le début de la fin pour l'Empire britannique, le début de la transition hégémonique depuis le Royaume-Uni jusqu'aux États-Unis, à travers surtout deux grands vecteurs, le Royaume-Uni qui était alors l'économie la plus vigoureuse du monde, et ça se déployait à travers une marine justement qui contrôlait les voies maritimes mondiales. La force navale britannique était la première au monde. Aujourd'hui, la force première navale est passée du côté des États-Unis, et cette force navale, ce contrôle des océans, c'était quelque chose qui était central à la puissance hégémonique du Royaume-Uni. À partir du moment que tout ça se met tranquillement à glisser du côté des États-Unis, on sent la transition qui commence. Deuxième point, bien sûr, la monnaie de référence. Le dollar américain qui devient graduellement, après la Première Guerre mondiale, la monnaie des échanges commerciaux, qui était très longtemps, à l'époque du contrôle de l'Empire britannique, à travers le monde, la livre sterling. À partir de la Première Guerre mondiale, on change tout ça et on se retrouve vraiment dans une espèce de transformation de l'ordre mondial qui passera avec la deuxième, vraiment à concrétiser l'Empire américain. La période d'entre-deux-guerres est plus caractérisée, à mon sens, par une pauvreté incroyable et par une envie d'y retourner. Il y avait une espèce de sentiment c'était incomplet, inachevé. Pour plusieurs, cette guerre s'était terminée un peu avec une mise sur la glace. Alors donc, au cours des années suivantes, évidemment, on a vu une montée des tensions, mais moi, je trouve que la période dans laquelle on se trouve actuellement s'apparente beaucoup plus à la période d'avant Première Guerre mondiale. Alors qu'on a justement cette contestation de l'ordre mondial, cette contestation de l'hégémonie, cette remise en doute aussi d'un certain nombre de trucs, alors qu'on a des technologies émergentes, révolutionnaires qui font leur arrivée. La révolution industrielle dont on n'a toujours pas pris exactement acte au moment de la Première Guerre mondiale. Même chose ici avec tout ce qu'il y a d'intelligence artificielle, déploiement de l'informatique. Je pense qu'on est vraiment rendu peut-être plus dans une avant-Première Guerre mondiale à cet égard-là. Finalement, Ours qui danse, 55-36. Quel est l'impact de la décision de la Cour internationale de justice qui dit que l'occupation par Israël de territoires palestiniens est illégale? Aucun impact. Vraiment, aucune espèce d'impact parce que on n'a pas un mandat contre Poutine. Je vous confirme que Poutine est encore en Russie, qu'il n'y a personne qui l'a arrêté, qu'il n'y a pas de menottes. La CIJ, malheureusement, est un tribunal essentiellement volontaire, qui n'a pas d'influence, qui n'a pas de contrôle, n'a pas d'autorité. C'est vraiment seulement une proposition qu'on vient faire. Et entre vous et moi, là-dessus, je vous demande un peu il faut être un peu réaliste. Brutal et froid. Pensons-nous vraiment qu'un jugement de la Cour va arriver à Tel Aviv? Que le gouvernement israélien va regarder ça et se dire « Oh non, on a perdu!
Ah, guys, OK, on appelle les troupes. Guys, sortez de Jérusalem, c'est fini. La cour, non, c'est les musulmans, finalement. Ouais. OK, good. Non, on cancelle tout. Ouais, coule la marine, c'est fini. Ça se passera pas comme ça, je vous garantis. L'enjeu israélo-palestinien, le conflit israélo-palestinien va dépasser un jugement de la Cour, je peux vous le garantir, et c'est certainement pas, ça va se transformer en papier de toilette pour le gouvernement israélien. De la même manière que les jugements de la Cour pénale internationale sont transformés en papier de toilette pour Vladimir Poutine, de la même manière que les jugements des autorités internationales sur la mer de Chine sont transformés en papier de toilette pour la Chine. Permettez-moi d'être sous réserve par rapport à l'influence que ça aura sur le conflit. Alors voilà, merci à tout le monde d'avoir été là pour cette revue de presse. À quel point je suis content. On s'était dit, moi et Ismaël, on essaie de rentrer ça graduellement plus court et plus tight. Et on est passé, écoutez, d'un 2h30, 3h à 1h50 et là, on est à 1h47. Je m'améliore. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se revoit donc lundi prochain. C'était vraiment exceptionnel ce soir qu'on était un peu en retard par rapport à la revue de presse. On a tourné plusieurs exemplaires en raison de l'actualité qui bouge si vite. On se retrouve donc la semaine prochaine, lundi soir, et ce sera notre rendez-vous hebdomadaire. On va essayer de garder ça serré. J'en parlais avec Ismaël. On essaie autant que possible de se placer le lundi parce que ça nous donne l'opportunité d'enregistrer quelque part comme le samedi et le dimanche et d'avoir une actualité aussi figé que possible pendant le samedi et le dimanche. C'est optimiste, on s'entend, mais typiquement, les journalistes travaillent pas et il se passe pas mal moins de trucs la fin de semaine. Ça nous permet d'avoir une revue de presse plus pérenne, disons, qui vit un peu mieux sa semaine. Alors, merci d'avoir été là. On se retrouve lundi prochain en soirée. D'ici là, soyez vrais, répandez l'amour, semez l'espoir. Je vous aime très fort. Bye bye.